Bienvenue dans Game Changer, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui réinventent les règles du jeu dans leur domaine. Nous sommes Fanny et Alexia, fondatrices d'Arcane Experience. Notre métier, c'est de faire du jeu un outil de communication au service des enjeux de nos clients. Nous créons des expériences interactives pour permettre aux équipes de dialoguer, collaborer autrement et transformer les organisations. C'est cette quête de nouvelles règles qui nous a donné envie de tendre le micro à des personnalités audacieuses pour nourrir notre réflexion et la vôtre. Prêt à jouer ? C'est parti. Salut tout le monde et bienvenue dans cet épisode de Game Changer. Je suis Alexia Diasotto. Et je suis Fanny Dotzenberg et aujourd'hui, c'est le tout premier épisode de la saison 2 de Game Changer. Et à cette occasion, on accueille chaleureusement notre invité du jour, Bruno Germain. Bonjour Bruno. Bonjour. Bruno est coach pour dirigeants d'entreprise et ça fait 10 ans maintenant qu'il accompagne donc des chefs d'entreprise sur les sujets à la fois de leadership, de connaissances, de croissance ou de développement commercial. Merci Bruno. Alors Bruno, l'objectif de cet épisode de Game Changer, c'est bien évidemment de faire le point avec toi sur ton parcours, ta mission, tes objectifs, tes challenges. Mais si on t'a voulu à notre micro aujourd'hui, c'est parce qu'avec Fanny, on pense que tu es Game Changer. Alors, on voudrait mettre en lumière la façon dont tu as repensé les règles du jeu, que ce soit dans ta vie perso, dans ton job, dans ton entreprise. Et bien pour ça, on va échanger ensemble tous les trois aujourd'hui. Très volontiers. Merci d'avoir accepté notre invitation, Bruno. Avec plaisir. On va commencer par remonter un peu le temps. Et, pour un peu beaucoup, hein. Oui, mais ça va aller, t'inquiète pas, on a le temps. Donc on va d'abord explorer ton parcours. Bruno, qui es-tu ? Eh bien, je suis Bruno Germain. Ben oui, c'est déjà pas mal. J'ai 61 ans. Ok. J'ai 3 enfants. Je suis marié depuis un peu plus de 30 ans. Et je suis à mon compte depuis un peu plus de 10 ans. Très bien. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus du coup sur ton parcours et ce qui fait que tu en es ici aujourd'hui ? Alors, je ne sais pas si mon parcours est ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui, parce qu'il y a eu beaucoup d'épisodes dans mon parcours. J'ai commencé, alors si je remonte un peu loin, j'ai commencé avec un bac scientifique. J'ai continué avec une licence de philosophie, parce que je ne voulais faire ni une école de commerce, ni une école d'ingénieur. Ça devait être rare comme mélange des genres. C'était un peu rare, mais je voulais travailler dans une entreprise et je ne savais pas ce qu'était une entreprise parce que je ne viens pas d'un milieu où on connaissait l'entreprise. Okay. Et donc, j'ai découvert l'entreprise par la petite porte, comme un autodidacte, en tant que commercial sur le terrain. Et là, ayant fait des études de philo. En ayant fait des études de philo. C'est déjà Game Changer. Qui mène à tout, donc à rien, ou à rien, donc à tout. Et tu as travaillé chez qui, du coup, en tant que commercial ? J'ai travaillé dans des petites structures qui vendaient de la bureautique, de l'informatique en vente directe. Et donc, j'ai sillonné les parcs d'activités et les rues de Paris pour vendre, faire des démonstrations de matériel informatique et bureautique. Le porte-à-porte. Avec ma valise en porte-à-porte. Ok. Ça, c'est de la formation authentique et efficace. C'est de la formation authentique. Efficace et dur quand on n'est pas formaté commercial, on n'a pas forcément l'esprit commercial et qu'on est surtout très introverti comme je l'étais à l'époque. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Parce que, comme tu l'as dit, tu étais très introverti. Donc, j'imagine que l'exercice a dû être très difficile. Très difficile. Donc, je suis passé de boîte en boîte. Ouais. Et finalement, ces expériences, ces échecs successifs m'ont permis de me renforcer, de comprendre les leviers, de comprendre de comprendre un client. D'abord, ce que c'était qu'un client. Et d'aller chercher des besoins, d'arriver à poser des questions, de m'exposer. Ça t'a pris combien de temps ? Des années. non, c'est allé finalement assez vite. Sur le coup, c'était. J'en parle comme s'il y avait eu 10 expériences, mais je suis entré dans une plus grande entreprise assez rapidement, qui m'a formé, qui m'a donné un premier rôle de manager, et c'est ce rôle de manager qui m'a donné envie de diriger, de manager, tout simplement. Okay. C'est marrant parce que ton explication, du coup, je trouve qu'elle est claire un peu sur ce qui fait ton aptitude et ce côté game changer qu'on avait décelé chez toi. Mais finalement, ce côté introverti, t'en as fait quelque chose, t'en as fait une force. Exactement. Parce que du coup, ce que tu fais, c'est que tu mets en valeur l'autre. J'imagine qu'il soit ton client ou qu'il soit la personne qui travaille à tes ordres, entre guillemets, en tant que manager. Ça m'a obligé à me mettre à l'écoute, à comprendre l'autre et à le faire parler plutôt qu'à parler moi-même. Ouais.
Ce qui est assez rare dans les qualités commerciales. Non, on a déjà rencontré pas mal de commerciaux où effectivement d'en placer une, c'est compliqué en tant que client. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses à évangéliser pour essayer de changer un peu cette notion du commercial qui est là pour vendre coûte que coûte. Oui, pour fourguer. Avec des gros sabots. Ce qui m'amène en fait à une chose, c'est que l'une des meilleures commerciales que j'ai pu rencontrer de ma vie, c'était justement une femme qui avait fait des études de philo et qui avait travaillé pour nous en tant que commerciale et qui était incroyable. En fait, elle avait une réflexion de la démarche commerciale, de l'écoute client, de la relation qui était vraiment incroyable. Oui. Et moi, j'aimerais bien savoir ce que tes études de philo, justement, t'ont apporté pour faire bien ton job de commercial. Je pense que ce sera très difficile de le savoir parce qu'il faudrait que je ne les ai pas faites à côté et que je puisse comparer les deux. Mais et puis je n'ai pas été plus loin dans la philosophie parce que la philosophie fait appel à l'expérience et que je n'avais pas d'expérience. Et je pense que les études de philo, il faudrait les faire à la fin de sa vie plutôt que de les faire au début. Mais ça m'a quand même appris à poser des questions. Ouais. C'est-à-dire à aller chercher le sens des choses, à ne pas partir avec des certitudes. Voilà, c'est ce doute que la philosophie permet d'aller chercher. Et donc après toutes ces années d'expérience en tant que commercial terrain puis manager, quelle est la suite ? Quelle est la suite ? Un parcours de manager commercial alors j'étais en province pendant quelques années, à Blois, et puis on est revenu sur Paris. Entre-temps, j'ai eu ma première expérience d'entrepreneur dans le marketing de réseau. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que le marketing de réseau. C'est le marketing multiniveau, où ça a plusieurs noms, c'était des concepts américains qui sont arrivés avec Tupperware, avec d'autres produits. Et pendant 3 ans, en fait, j'ai développé un réseau de vendeurs à domicile indépendants dans le cadre d'un groupe de marketing de réseau. Et ça a été une expérience entrepreneuriale extraordinaire. Très dur parce que j'y gagnais pas ma vie, mais où j'ai passé un temps, des week-ends, des soirées, enfin une vie complète, mais qui m'a fait vraiment découvrir l'entrepreneuriat. Tu as du coup arrêté ton job de manager salarié et tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. T'avais quel âge à ce moment-là ? J'avais 30 ans. Ok. Point de bascule. Un des points de bascule. Un des points de bascule. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans cette aventure entrepreneuriale ? Alors en fait, j'avais repris mes études à la Chambre de commerce d'Orléans pour avoir un peu plus de matière économique, commerciale, marketing pour la suite. Et pour la suite que tu avais déjà identifiée ? Pour la suite que je n'avais pas identifiée, Okay. mais qui devait arriver. Ok. Et en même temps, donc j'ai découvert ce concept et j'ai développé en même temps que mes études l'activité de marketing de réseau. Et tu peux nous en dire plus ? C'était quel type d'activité ? Qu'est-ce que tu vendais ? Alors, les vendeurs à domicile avaient un catalogue de produits pour la maison, de produits d'entretien, des vêtements, des produits de décoration. Enfin, il y avait tout un panel de produits à vendre. Et l'idée, c'était de monter un réseau. En fait, il y avait une philosophie derrière qui m'a plu. C'était, si tu veux réussir, il faut que tu aides quelqu'un à réussir. Et plus tu aideras de gens à réussir, plus tu réussiras. Donc, c'est ce concept qui a suscité ma motivation. D'accord. Et donc ça a duré 3 ans. Ouais. Et ensuite ? Ensuite, mon premier fils est né. Et il a fallu que je fasse un choix. Et choisir, c'est renoncer. La réalité de la vie. La réalité économique de la vie a fait que les affaires ne se développaient pas suffisamment pour que je puisse en vivre et faire vivre ma famille. Donc, j'ai repris un job salarié. D'accord. Et ça a été très difficile psychologiquement. Ouais. Et on dit que 3 ans, c'est un peu l'année charnière pour une entreprise, pour savoir si ça passe le cap ou pas. Oui. Donc là, tu l'as constaté, ça passait pas le cap. Je l'ai vécu. Ouais, je ne sais pas si c'est une généralité, mais en tout cas, ça correspond. Je crois qu'il y a des paliers comme ça, mais 3 ans fait partie. Ça, exactement. Okay.
Ça doit être très dur, en effet, de retourner salarié une fois qu'on a été entrepreneur. Ça a été une vraie souffrance pour moi. Alors, un sentiment d'échec d'abord, et puis retrouver une organisation hiérarchisée, etc. Donc ça a été difficile, mais je l'ai vécu quand même très différemment de ce que j'avais vécu avant. Ok. Donc je n'ai plus du tout été aussi... je ne sais pas comment le dire. Ça a été, j'ai été beaucoup plus un intrapreneur dans ce que je faisais. Alors, c'était des postes de manager que j'ai eu dans les services, dans l'intérim. Et donc, c'était... j'avais déjà ce sentiment d'une petite entreprise à gérer. En fait, ton expérience d'entrepreneuriat t'a fait changer de mindset sur la vision de l'entreprise. En tant que salarié, du coup. En tant que salarié, oui, je suis devenu entrepreneur et manager, enfin à la fois manager et entrepreneur des agences qu'on me confiait. Ouais. Donc c'était dans l'intérim, dans le BTP, puisque j'avais une expérience chez Point P dans le BTP auparavant. Et donc j'ai géré des agences spécialisées dans le BTP. Dans un groupe qui était en pleine mutation, donc j'ai vécu plusieurs réorganisations, un groupe qui est passé d'une PME française à un groupe international qui est aujourd'hui Randstad. Donc c'est pas en 6 réorganisations, en 6 ans, donc j'ai vécu la transformation d'un groupe et en même temps j'ai fait à peu près tous les métiers de l'intérim. D'accord, ok. Et ensuite 6 ans plus tard, j'ai fait le tour de ces métiers de l'intérim. Et j'ai vu beaucoup de réorganisations et beaucoup de difficultés organisationnelles donc j'ai beaucoup appris aussi en observant et j'ai été chassé par une autre structure qui s'appelle Securitas, numéro 1 des services de sécurité et qui m'a confié la plus grosse agence de France avec 650 salariés. Donc c'était un gap énorme pour moi en termes de management. Et des contrats très importants, puisque c'était les tours de la défense, en sécurité incendie et en sûreté. Ton expérience chez Randstad t'a donné peut-être quelque chose que tu n'avais pas eu dans l'entrepreneuriat, c'est la vision des salariés ? Non, quoique tu l'avais eu parce que tu as géré ton marketing de réseau. Donc, Quand je suis arrivé chez Securitas, le directeur qui m'a reçu m'a dit « Vous pensez avoir fait des RH dans l'intérim, vous n'avez rien vu. » Ok. Sur le coup, je n'ai pas compris parce que j'avais quand même pensé faire dans les RH, mais non, effectivement, je n'avais rien vu. Donc, parce qu'il y avait beaucoup de sous-traitance dans l'agence dans laquelle j'étais arrivé, donc beaucoup de problématiques de management de sous-traitants, de contrats qui n'étaient pas forcément bien calibrés, et également un dialogue social beaucoup plus dur que ce que j'avais connu. Donc, qui m'a valu des discussions assez ardues, voire des séquestrations pour pouvoir négocier les salaires. Enfin voilà Ah oui, d'accord. Mais bon, j'avais vécu plus dur dans l'intérim à ses débuts, dans le BTP. J'avais une agence Gare du Nord où on payait les gens à la semaine en liquide. Donc on allait chercher plusieurs centaines de milliers de francs à l'époque dans la banque en face pour payer chaque intérimaire le vendredi en espèces. Et à la Gare du Nord, je ne sais pas si vous voyez l'ambiance à l'époque, certains arrivaient avec un couteau ou un revolver dans la ceinture pour éviter de se faire piquer leur argent. Ah ouais, d'accord. Donc c'était des ambiances particulières. Ah oui, c'était une époque. Oui. C'est pas mal les virements quand même. Hein. Donc je suis passé au bout d'un mois, je suis passé au virement. Bon, ça je remonte en arrière, mais pour Securitas, c'était d'autres problématiques, des problématiques RH, des problématiques de contrat également. Parce que quand je suis arrivé dans cette structure, c'était une semaine avant le 11 septembre 2001. Donc les tours de la défense se sont vidés et pendant 6 mois, on a été sollicité à mort pour des prestations. Des contrats de 500 000 à 3 millions d'euros. Voilà, pour une tour de la défense, c'est minimum 40 jusqu'à 100 personnes
pour faire vivre 365 jours par an les services de sécurité. Ah ouais, d'accord. Okay. On ne se rend pas compte quand on va à la Défense toute cette logistique derrière les tours. C'est une ville. Ouais, complètement. Attends, parce que chez Securitas, du coup, tu apprends la gestion de crise. Et les RH. Alors, Et les RH. j'apprends la gestion de crise, les RH, revoir la grille de salaire de rémunération. Et je revois aussi les négociations de contrats, puisqu'en même temps, on est passé aux 35 heures. Donc, on a perdu 11,5% de marge d'un jour à l'autre sur l'ensemble des contrats, qui étaient des contrats à marge assez faible. Donc, j'ai mis 6 mois à récupérer mes 11,5%. Donc, les négociations avec des groupes de grande taille propriétaires des tours ont été aussi musclées. Tu m'étonnes. Voilà, donc c'est 2 ans et demi chez Securitas, où il s'est passé énormément de choses, où j'y ai laissé des plumes, et j'ai mis à peu près 2 ans à m'en remettre. Ouais. Donc je suis parti à un moment où ma propre sécurité était un peu en cause. Sécurité santé ou sécurité physique ? Ma sécurité juridique. D'accord, ok. Voilà. Tu pouvais être... Parce que la délégation était un peu forte par rapport aux moyens qui étaient mis en place pour... voilà, donc je suis parti et j'ai mis 2 ans réellement à m'en remettre. Ok. Et j'ai changé de métier, une fois de plus. Et qu'est-ce que tu as fait après ? Donc tu prends 2 ans de sabbatique ? Non, pas tout à fait 2 ans, mais je sais que j'ai mis 2 ans en tout. Mais non, au bout d'1 an, j'ai rebondi en changeant complètement de monde professionnel et en me dirigeant par opportunité dans l'industrie des engins de chantier. Ah, ok. Et j'atterris chez des Allemands, une usine allemande qui fabriquait des engins compacts de chantier et qui avait eu 20 ans avant son réseau de distribution en France et qui n'avait plus de réseau de distribution en France. Et qui m'a confié la remise en place d'un réseau de distribution de A à Z. Donc là, on commence à parler commercial. Et là, Reparler À reparler, effectivement. alors on reparle commercial, c'est pas la même fonction. Là, c'est créer un réseau de distribution. C'est quelque chose de complètement nouveau pour moi, que je n'ai jamais fait et que je pense. Ils sont venus te chercher ou c'est toi qui y étais ? Je pense que aucune boîte française ne m'aurait confié. D'accord. Aucun recruteur français ne m'aurait confié parce que je n'avais pas l'expérience de réseau de distribution avant. Mais alors, comment tu as eu ce job ? Alors, je parlais allemand, ce qui était un petit avantage. Et les Allemands, comme pas mal de pays étrangers, regardent plutôt le potentiel que le potentiel et l'envie, les réalisations concrètes. Voilà, donc, ou le diplôme que tu as eu à 30 ans. Ou le diplôme que j'ai eu à 30 ans, ou pas 30 ans d'ailleurs. Mais donc voilà, ils ont vu autre chose. Et ils m'ont fait confiance. Ils m'ont dit, allez-y. Okay. Et j'ai eu un super patron. J'ai pas eu beaucoup de super patrons, à mon sens. Et j'ai eu un patron qui était patron de l'export, qui était extra, qui était dans la confiance, dans le soutien, pas dans le contrôle, pas dans le micro-management. Enfin voilà, j'ai beaucoup appris de lui sur le management à distance. Et comment tu appréhendes ce nouveau job dont tu ne connais absolument rien ? Alors, tu as un bon patron, ça aide, peut te guider. Mais du coup, comment tu fais pour partir de zéro et de créer ce réseau de distribution alors que tu ne connais absolument rien ? Alors, je passe pas mal de temps à l'usine pour déjà connaître les produits, comprendre les enjeux. Et je fais le tour de France régulièrement. Je faisais entre 2500 et 3000 km par semaine en voiture. Oh, punaise. Pour rencontrer tous les distributeurs de France. J'étais sur tous les salons, je rencontrais tous les acteurs du système. J'ai fait appel à une agence de communication et de marketing spécialisée dans ce métier, qui m'a aidé aussi à bien connaître les tenants aboutissants. Et j'ai appris sur le terrain. D'accord. Et j'ai appris des distributeurs, voilà comment ça se passait. Et en 18 mois, j'ai couvert la France. Waouh. Donc, beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Beaucoup d'envie. Toujours. J'ai toujours eu beaucoup d'envie en rentrant dans une entreprise. Pour moi, c'était chaque fois c'est nouveau et chaque fois je suis un débutant
Et chaque fois, je m'immerge complètement et je découvre les enjeux, les relations, les ressources aussi disponibles. Et j'utilise tout ça. Et quelle posture tu adoptes? Excuse-moi Fanny, je pose beaucoup de questions. Je t'en prie. Quelle posture tu adoptes quand tu démarres dans une entreprise comme ça, donc tu n'as finalement pas c'est pas les codes, mais tu coches pas les cases pour réussir à ce poste. Quelle posture toi tu adoptes? Est-ce que tu es OK d'adopter la posture du newbie qui débute, qui a tout à apprendre? Je suis le débutant, je pose des questions. En fait, j'ai toujours posé des questions. Ouais. Donc là, c'est idéal, je pose des questions. Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Ton poste, c'était directeur du réseau? C'était, je ne sais plus, directeur du développement ou quelque chose comme ça. Oui. Mais tu arrives à un poste de directeur. Oui, mais Donc... j'étais tout seul. J'étais tout seul en France pour le marché français. Okay. Il n'y avait que moi. Okay. Ensuite, j'ai recruté un directeur technique, j'ai recruté pour former les distributeurs au service. Voilà, j'ai mis en place les choses, mais au départ, j'étais absolument seul. Et donc, toutes les 6 semaines, je passais 1 semaine à l'usine pour prendre de l'information, en redonner, et puis réécrire un plan d'action pour les semaines à venir sur le marché français. Donc, on était vraiment dans une posture de faiseur. Oui, de développeur. D'exécuteur que de penseur à ce stade, quoi. Et tu étais OK avec cette posture. C'est moi qui donnais la stratégie à l'usine. L'usine n'avait aucune stratégie pour la France. D'accord. Donc j'étais absolument libre de leur proposer ce que je voulais. OK. Et donc là, tu as pu tester. Et là, j'ai pu tester. Ouais. Et donc, j'ai aussi rédigé les contrats des distributeurs, défini la politique de prix, de rémunération des distributeurs, pour le service, pour la vente, etc. OK, très bien. Et après Et après, donc c'est des groupes industriels dans lesquels il y a beaucoup de mouvances. Le groupe a été racheté par des Autrichiens. Les Autrichiens ont été rachetés par des Allemands. Et puis il se trouve que les deuxièmes Allemands qui avaient racheté avaient une filiale en France. Et donc je me trouvais en doublon par rapport au directeur de la filiale, voilà, qui était déjà structuré. Et donc ils m'ont proposé d'aller travailler en Allemagne, mais les conditions n'étaient pas réunies, donc je suis allé voir ailleurs et j'ai rejoint des Japonais. Dans le même métier, mais des Japonais. Alors une autre culture. Japonais ? Non, je ne parle pas japonais. J'ai pas eu le temps d'apprendre, mais là il y avait une filiale et j'étais directeur commercial et marketing de la filiale française. Je m'occupais également d'une partie de l'activité en Allemagne. Et qu'est-ce qu'elle faisait cette boîte ? Des engins. Alors c'est l'inventeur de la mini-pelle. D'accord. Voilà, toujours des engins compacts, donc très proches, le même milieu, les mêmes acteurs, les mêmes. Donc c'était plus facile pour moi. Ton expérience joue à ce moment-là. Mon expérience joue, j'en profite, et puis j'ai une crédibilité sur le marché vis-à-vis des acteurs, vis-à-vis des médias, vis-à-vis de tout ça. Donc c'est plus facile pour moi de développer la marque. Mais avec un gros travail sur le réseau de distribution qui était mal géré en termes de contrats commerciaux. Et puis j'ai une équipe commerciale que je n'avais pas avant pour accélérer les ventes au réseau de distribution. Et puis moi, j'ai en charge les grands comptes. Et à ce moment-là, ta fibre entrepreneuriale, elle ne te titille pas ? Elle te titille plus ? En fait, j'ai toujours cette fibre entrepreneuriale. Ce poste, je l'ai géré comme si c'était mon entreprise. J'ai toujours géré mon activité comme si c'était mon entreprise. C'est ce qui a fait que j'ai toujours réussi, et je suis souvent arrivé en mode pompier dans des entreprises qui avaient un besoin particulier de croissance, parce qu'il y avait une problématique des problématiques dans les réseaux de distribution ou dans l'équipe commerciale. Voilà, il y avait toujours des problématiques sérieuses, voire des pertes financières, enfin ça. Et en fait, au bout de 6 à 12 mois, je règle le problème. Mais comme je continue à gérer l'entreprise comme si c'était mon entreprise,
j'oublie un peu qu'elle a une stratégie, qu'il y a des acteurs, qu'il y a une direction dans l'entreprise. Et on ne m'attend pas forcément sur les nouveaux projets que je vais lancer. On ne m'attend pas forcément comme un entrepreneur dans l'entreprise. Et c'est pour ça que souvent, au bout de 2 ans, j'agace finalement. D'accord. Parce qu'on m'attend là où on m'a placé finalement et pas forcément ailleurs. C'était bien que tu prennes des initiatives, mais finalement, le lien de subordination revient au galop à un moment donné. Le lien de subordination revient au galop, et puis on sait que dans les groupes, il y a des guerres d'ego, il y a des peurs. Il y a des peurs, et puis le management n'est pas forcément au service attend plutôt que des gens qui soient à son service, souvent, voilà, et c'est rarement le contraire. Donc c'est là où moi j'atteignais mes limites en fait, en tant que salarié dans une entreprise. Et quelqu'un m'a dit récemment, mais comment as-tu fait pour rester salarié aussi longtemps? Et finalement, mais c'est vrai, parce que m'étais jamais posé. On en est à combien d'années de salariat là? On en est à une 20aine d'années là. D'accord. Oh, même plus, ouais. Moitié de carrière. Oui, moitié de carrière. Ouais. Ok. Et alors, avec mes Japonais, ça s'est pas très bien fini parce qu'il y a eu une guerre interne entre directeurs de filiales qui voulaient prendre le pouvoir. Et donc, j'ai senti que ça allait mal se finir pour moi. Et je suis parti avant que ça se termine mal. J'ai rejoint des Anglais, mais je me suis aperçu que c'était pas beaucoup plus brillant. Et donc, j'y suis pas resté très longtemps. Et en même temps qu'à ce moment-là, j'avais repris mes études à l'ESSEC. D'accord. J'avais fait un cycle de management général, donc de type MBA en exécutive pendant que je travaillais, et qui m'avait ouvert les yeux sur un nouveau monde. C'était en 2009, donc il se passait beaucoup de choses. On était aussi un peu en pleine crise, mais les startups pullulaient. Enfin, c'était une époque assez intéressante, et c'est d'autant plus intéressante que moi je la voyais avec un regard complètement nouveau, dû à ces études qui me faisaient monter un cran. L'idée en reprenant ces études, c'était de passer d'un poste de directeur commercial à un poste de directeur général. Mais en fait, c'est pas du tout ce qui devait se passer. J'ai été un peu attiré comme une mouche par la lumière vers les startups, et j'ai tenté d'en accompagner quelques-unes. Mais en fait, je me suis vite aperçu que ça pivotait beaucoup trop vite, que mon expérience n'était pas forcément adaptée à ce monde-là, qui est très standardisé, où on cherche la scalabilité, où on cherche des choses très, très répétitives, très, très, très réplicables. Et alors que moi, je pensais l'entreprise plutôt dans la durée, plutôt dans une croissance durable, dans des fondamentaux, dans des choses solides. Et donc, j'ai compris que j'aurais plutôt intérêt à accompagner des PME, des TPE de type patrimonial. Tu t'es pas reconnu dans le modèle start-up? Je me suis pas reconnu, et puis j'ai bien vu que c'est pas là que j'étais le plus performant, que ma valeur ajoutée était pas forcément parce que les objectifs étaient principalement des objectifs financiers à court terme, et que c'est pas forcément ça qui me motivait le plus dans l'accompagnement. Okay. Et j'ai rejoint, et donc j'ai créé mon entreprise parce que... Finally, j'ai fini par le faire. Une deuxième fois, parce que j'avais déjà eu une entreprise. Mais là, j'ai créé mon EURL parce que j'avais besoin d'une entreprise pour rejoindre un réseau de directeurs commerciaux à temps partagé qui venait de se créer, et dont je serais un des membres fondateurs du GIE d'exploitation de la marque. Ok.
Et donc, je me suis lancé comme ça. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est un GIE pour les gens qui ne savent pas? Alors, un GIE, c'est un groupement d'intérêt économique. C'est une sorte de groupement de moyens que se donnent des entreprises pour un projet d'exploitation. Ça peut être d'exploitation d'une marque ou d'une activité. C'est ça, c'est un genre de conglomérat d'entreprises pour mutualiser les forces. Exactement. Et pouvoir agir à plusieurs sur notamment des clients. Exactement. Et donc, nous avons créé un réseau de directeurs commerciaux à temps partagé avec une marque commune qui appartenait au fondateur de cette marque. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir un tremplin pour démarrer à mon compte avec une sorte de sécurité, parce que la position de consultant est très différente de la position de manager ou de directeur commercial. Et il faut arriver à faire la bascule, ce qui n'est pas toujours évident en termes de posture. Et qu'est-ce qui t'a donné envie? C'est justement en parlant de cette bascule, moi, ce qui m'intéresse, c'est la bascule qui t'a justement fait ouvrir cette entreprise, participer à ce GIE. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? Est-ce que tu t'es dit, ça y est, c'est bon, c'est mon moment? Alors, je vais tout vous dire. J'ai ouvert mon entreprise le mois où je perdais mes droits. D'accord. Au chômage. Ok. Et alors que c'est complètement stupide, parce que si je l'avais ouverte au début des droits, au début, j'aurais pu en profiter. Mais j'ai fait beaucoup de choses stupides dans ma vie, mais qui m'ont servi et qui sont une forme d'audace qui m'appartient, une forme de défi à l'insécurité. Et je me suis lancé sans filet. En me disant, allez, c'est quitte ou double. L'audace, le défi à l'insécurité. Pardon, mais moi je note parce que c'est hyper intéressant comme sujet. Donc tu te dis, ok, là c'est la fin de mes droits, je ne sais pas quoi faire après. J'ai plus envie de revenir dans ce que j'étais avant. Et cette opportunité est arrivée à ce moment-là, et je me suis dit, je fonce. Ok. Là, le GIE se crée. Le GIE se crée, on est quatre membres fondateurs, et puis on donne tout pour créer cette marque, pour la valoriser, pour la rendre visible, et puis en même temps on travaille sur les méthodes, sur l'approche de direction commerciale à temps partagé, qui était encore assez nouvelle à ce moment-là, il y a un peu plus de 10 ans, et qui est très intéressante parce que c'est un apport pour des entreprises qui n'ont pas le budget, le temps à consacrer pour une ressource comme une direction commerciale. Voilà, donc c'était assez innovant. Et c'est nouveau pour toi parce que tu as des associés maintenant. T'en avais pas avant. Alors, j'ai quitté ce réseau au bout de 3 ans. D'accord. Pour continuer tout seul. Parce que je donnais beaucoup pour le réseau. Le réseau m'a apporté beaucoup, et j'ai estimé que les comptes étaient justes, mais ce que je rendais en redevance à la licence de marque, j'avais envie de le garder pour moi et de faire maintenant cavalier seul, ou en tout cas autrement. Et puis la direction commerciale à temps partagé me contraignait en termes d'image dans une direction commerciale, alors que je touchais à plein de sujets qui n'étaient pas forcément que de la direction commerciale. Et on y vient parce que c'est comme ça qu'on t'a connu, nous. Donc... Et qui était plutôt d'une forme de direction générale commerciale, enfin voilà, quelque chose d'un peu hybride, mais qui font que du fait de mon expérience, je vais toucher au RH, je vais toucher à la gestion, je vais toucher à l'organisation, je vais toucher à la gouvernance, je vais toucher à plein de sujets qui ne sont pas dans le scope pur de la direction commerciale. Voilà, donc j'avais l'impression d'être un peu réduit à cette direction commerciale. Et est-ce qu'aujourd'hui, du coup, tu arrives à créer le lien un peu parfait entre toutes les différentes casquettes que tu as eu l'occasion d'avoir dans ta vie? Est-ce qu'aujourd'hui, ça réunit en gros tout ce que tu as fait? Est-ce que ça te rend heureux? Alors oui, je suis heureux. Je suis un homme heureux parce que je me sens aligné par rapport à mon expérience,
mes envies, mes compétences, ce que me demandent des clients. Voilà. Mais comme vous le savez, on en veut toujours plus, on cherche toujours autre chose. Et je suis allé chercher autre chose aussi à ce moment-là, en 2017, en me disant la formation professionnelle est en train de changer. Il y a une réforme qui est en cours. Il va y avoir beaucoup de morts parce que c'était un peu le but, c'était de réduire le nombre d'organismes de formation à l'époque qui étaient pléthoriques, avec des faux et des vrais et financés par les fonds publics. Donc l'État avait décidé de faire un peu le ménage avec le Datadoc qui a été suivi de Calliope, de toutes ces normes nouvelles de qualité. Et donc je me suis datadocké, calliopisé pour rentrer dans ce métier de la formation professionnelle, avec l'idée de travailler avec des formateurs, de faire travailler des formateurs, d'avoir un catalogue. Et voilà, et j'ai réuni des formateurs, des nouveaux, des anciens, régulièrement. Et une aventure très intéressante, mais absolument pas lucrative, parce que j'ai pas du tout réussi. C'était pas du tout dans mon ADN de faire de la formation, d'avoir des choses très formatées, très standardisées, très répétitives à proposer à des clients. Parce que je suis plutôt un créatif et je suis plutôt dans le sur-mesure et je m'adapte à des situations et donc c'était pour moi un peu le grand écart. Et au bout de 3 ans, j'ai tout abandonné de ce côté-là et je suis revenu au conseil. D'accord. Donc ta boîte est toujours la même ? Toujours la même, toujours comme Oveo. Ok. Mais c'est juste qu'elle change de direction et... Elle change d'objet central, oui. Ok, ouais. Très bien. On a fait le tour, normalement je crois, sauf si tu as omis des choses. J'ai certainement omis des choses parce qu'elle a été longue et riche. Avant juste qu'on passe à la partie sur justement ce que tu fais aujourd'hui avec Comoveo et comment tu accompagnes tes clients, moi il y a une question qui me turlupine depuis tout à l'heure parce qu'on t'entend parler de ta carrière qui a été pleine de rebondissements, tout ça. Moi j'aimerais que tu nous parles de Sophie. Comment elle a accompagné tous tes mouvements de carrière, Sophie ? Et puis ta famille. Mais ça a été la victime de ma vie professionnelle. Et en même temps, mon plus grand soutien. Ouais. Heureusement qu'elle était là. Heureusement qu'elle tenait bon parce que les vents et les tempêtes ont été nombreuses. Et c'était un pilier, mais qui a pris cher à certains moments. Ouais. Et donc je notamment quand tu lui as dit tiens, mes droits sont finis, je vais monter ma boîte. Par exemple. Mais petit froid quelques jours. Voilà, exactement. Vous avez tout deviné. Oui, il y a eu des moments difficiles, mais les tempêtes sont passées et elle était toujours là. Elle avait une carrière à côté, Sophie ? Oui. Ou... Alors, Sophie est ingénieure commerciale. D'accord. Et donc, on se rejoint sur cette appétence à la vente, au commerce, à la négociation, et dans des domaines très techniques. Donc, la sécurité... Tu peux tester sur elle ? Oui, alors je teste beaucoup sur elle. Et puis, en même temps, elle profite aussi de certains de mes conseils. Donc, on se rejoint sur ce côté-là. Mais oui, elle a été extrêmement solide et importante pour moi dans toute cette aventure. Et vu que vous êtes sur le même domaine, vous n'avez jamais envisagé de faire quelque chose ensemble ? Moi, je l'ai beaucoup envisagé, elle beaucoup moins. Soyons honnêtes. Oui, voilà, mais elle a peut-être eu raison. Ah bah ça, écoute, ça, on verra. Et du coup, vous avez eu un fils ? On a 3 enfants. 3 enfants, d'accord. 3 enfants, 2 garçons qui encadrent une fille, 30 ans, 28 ans et 22 ans. Ok, vous les avez quand même pas mal espacés, ça va. Voilà, surtout le dernier. Oui. Très bien. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour, le vrai tour. Parle-nous de Comoveo. Donc, tu nous as un peu raconté la genèse, donc comment tu as monté et quelle direction ça a pris. Pour nous, tu es véritablement game changer dans ta façon dont tu abordes tes clients. Ton écoute, la réponse que tu leur apportes, les idées novatrices que tu peux leur donner. Est-ce que tu peux nous raconter tes succès avec Comoveo, tes échecs aussi, puisque tu nous as parlé d'un échec qui t'a un peu traumatisé au tout début, pour le lancement de ta première boîte. Comment ça se passe aujourd'hui avec Comoveo ?
En fait, je ne parle pas beaucoup de Comoveo parce que le nom n'a aucune importance. Les gens ne connaissent pas, mes clients, mes prospects ne connaissent Comoveo que sur les factures que je leur envoie quand ils sont devenus clients. Mais, c'est Bruno Germain. Mais aujourd'hui, c'est Bruno Germain. Donc je ne vends pas une société. Alors, je l'ai fait au départ lorsque j'étais dans ce GIE, puisqu'on me portait une marque commune, et donc c'était très important de travailler cette marque et de vendre cette marque. Et quand j'ai quitté ce GIE, en fait, je me suis appelé Bruno Germain et j'ai vendu du Bruno Germain. D'accord. Beaucoup par le bouche à oreille, parce que le réseau commençait à fonctionner et donc les gens venaient me faire chercher pour ce qu'ils avaient entendu de moi. Et qu'est-ce qu'ils venaient chercher ? Et qu'est-ce qu'ils viennent toujours chercher ? Oui, qu'est-ce qu'ils viennent chercher ? Ils viennent chercher d'abord une compréhension qu'ils trouvent chez moi de leur modèle économique, de leur parcours, de leur histoire, de leurs objectifs, de leur façon de travailler aussi. Façon de travailler. En fait, la première chose que je fais quand je travaille avec un prospect ou un client, c'est de lui montrer que je comprends. Tu t'immerges comme tu as fait en Allemagne. Exactement. Comme j'ai fait en Allemagne, je m'immerge et je leur montre que je comprends et je leur permets de mieux comprendre de leur côté. Tu leur donnes une autre vision. Une autre vision, un autre regard. Je déplace leur regard sur leur entreprise. Je leur montre par des questions, en fait, toujours par un questionnement, des choses qu'ils n'avaient pas forcément vues ou pas comme ça. Et une fois que le regard commence à être déplacé, ensuite on peut aller mesurer les choses. On peut évaluer, on peut dire où est-ce qu'on en est, combien ça vaut, voilà. Et je fais beaucoup de scoring, d'évaluation pour chiffrer, pour mettre des chiffres en face des notions, des ratios, des réalisations. Et ou des écarts par rapport à un objectif, quand il y a des objectifs. Parce que souvent, on n'a pas d'objectif, ou souvent, on n'a même pas de stratégie, mais c'est quelque chose qui vient en fait assez rapidement, assez naturellement. Et une fois qu'on a mesuré, qu'on a évalué et qu'on a défini les objectifs, donc qu'on sait où on va, que la stratégie est plus claire, et surtout qu'elle est portée par une vision qui donne du sens aux choses, là on peut commencer à décider et à agir, à prendre des décisions. Et moi, c'est le but ultime vers lequel j'emmène mes clients, c'est de leur permettre de décider en connaissance de cause et de mettre leur entreprise en action avec les bonnes actions. Mais ça passe par de la compréhension et par de l'évaluation. Oui, moi, ce que j'ai entendu, parce qu'on n'a pas travaillé directement avec toi, mais ce que j'ai entendu, c'est que du coup, tu n'appliquais pas des méthodes qu'on peut venir calquer sur un peu tous les modèles et qui finalement, du coup, marchent peut-être pas en fonction de l'entreprise, de même la personnalité de celle ou de celui qui la porte. Et que du coup, j'ai l'impression que c'est aussi cette somme des ingrédients que tu viens faire pour composer la recette qui va être adaptée spécifiquement à l'entreprise, mais aussi à la personne qui la porte, quoi. En fait, une entreprise, c'est beaucoup d'ingrédients dont beaucoup sont cachés, en fait. Il y a les ingrédients qu'on voit bien, les ressources financières, les ressources humaines, l'équipe, les compétences, mais les ressources cachées, c'est la culture de l'entreprise. C'est le passé du chef d'entreprise. C'est son pourquoi. Qu'est-ce qui m'a amené à exactement les questions que vous me posez, en fait, c'est des questions que je pose aux chefs d'entreprise pour savoir d'où ils viennent, pourquoi ils sont devenus entrepreneurs, pourquoi dans ce domaine-là. Et en fait, tout ça va venir éclairer leur relation avec leurs clients, leur relation avec leurs collaborateurs, leur relation avec même leurs fournisseurs, leurs partenaires, etc. Et puis leur façon de travailler, leur façon d'utiliser ces ressources, leur façon de... Voilà. Et c'est tout ça que j'essaye de mesurer à l'aune d'un vrai objectif. Pas d'un objectif
pas d'un objectif qui est qu'on lit dans les manuels. En fait, c'est leur vrai pourquoi. L'objectif, c'est pourquoi je fais ça, qu'est-ce qui est important pour moi. C'est pas l'objectif bullshit, c'est l'objectif concret. C'est l'objectif qui répond à concret qui est presque existentiel pour le chef d'entreprise. Voilà, exactement. Est-ce que ça t'est arrivé, pardon, je digresse un petit peu, mais est-ce que ça t'est arrivé d'être face à des patrons, patronnes, des entreprises, des comex, des codires, où tu t'es dit oui, je ne sais pas si je vais pouvoir faire quelque chose pour eux. Bien sûr. Parce que trop nébuleux, parce que trop de choses cachées, parce qu'ils ne voulaient pas lâcher les infos. Je ne suis pas allé au bout de toutes mes missions. D'accord. Okay. Parce que y avait trop de freins à certains endroits. Freins conscients ou freins inconscients. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Alors, quand je peux arriver à les rendre conscients, je le fais, sans aller à la séance de psy. Voilà, sans bouleverser un peu trop les choses, mais je gratte. Okay. Je creuse, je vais chercher les vrais freins, les vraies problématiques. Et quand je sens qu'on n'ira pas plus loin, j'arrête. D'accord. Et qu'est-ce qui te fait sentir que tu ne pourras pas aller plus loin ? Soit le chef d'entreprise me le dit, parce qu'il prend conscience que lui-même ne pourra pas aller plus loin, c'est arrivé. Okay. Soit il ne me le dit pas, mais je sens qu'à un moment, il va me dire on arrête. Donc c'est moi qui lui dis on arrête avant. D'accord. Voilà. Oui, tu sens l'arrêt venir. Je le sens. Okay. De toute façon, tu sens quand il y a des réticences et des freins. Je sens beaucoup de choses, oui. En fait, je pense que je suis assez perceptif de ce qui se passe dans une entreprise, que ce soit chez une personne ou dans les relations et l'organisation de l'entreprise. Ça veut dire qu'une entreprise qui fait appel à tes services, et plus généralement au coaching, elle le fait normalement, en tout état de cause, c'est-à-dire en ayant conscience que ça va aller gratter à des endroits où on n'a pas forcément envie d'aller gratter. Sauf que parfois, l'inconscient ou justement la prise de conscience fait que non, du coup, on va pas y aller. En fait, on dit que tout le monde veut que ça change, mais que le plus dur, c'est de se changer soi-même. Exactement. Or, l'entreprise, elle repose quand même sur le dirigeant. Ouais. Et si le dirigeant, à un moment, ne veut pas changer des choses concernant sa propre posture, les choses ne changeront pas plus loin que le dirigeant n'est capable de changer lui-même. Et avec toute l'expérience que tu as pu accumuler avec Comoveo et même tes expériences passées dans ta carrière, est-ce que tu es capable aujourd'hui de dresser des bullet points, je veux dire une liste de critères du chef d'entreprise. On va pas dire toxique parce que je pense que c'est pas le terme, mais non, c'est pas toxique. Qui s'auto-sabote. Alors alors il y a un thème qui revient très souvent, qui est un thème qui est bizarrement que je constate plus conscient chez les femmes que chez les hommes, qui est le problème de la légitimité. Se sentir légitime. Je pense que c'est le thème numéro 1 qui est pas du tout, qui n'apparaît pas du tout de la même façon chez l'homme et chez la femme. Ouais. En général, c'est ce que je constate. Il est plus caché chez l'homme et plus explicite chez la femme. Tu mets de l'eau à mon moulin. Je suis en train de rédiger une série d'articles sur la posture de l'homme et de la femme dans le jeu. Et du coup, je fais découler ça sur l'entrepreneuriat la crédibilité et la légitimité, ça revient sans cesse. Quoi. Oui. Ok, donc et la du coup, posture... c'est beaucoup plus facile pour moi de traiter cette question chez une femme que chez un homme. Parce qu'elle est plus apte à se remettre en question. Parce qu'elle est plus consciente et elle arrive à exprimer ce besoin que l'homme a plus de mal à exprimer. Ok, donc ça c'est le point numéro 1 de la liste. C'est le point numéro 1, c'est souvent le point source d'autres symptômes. Ok. Après, d'autres choses découlent de cette crédibilité. Vont découler, et le mode de management, les relations dans l'entreprise, le contrôle, il y a plein de choses qui peuvent découler de cette notion-là. Ok, hyper intéressant. Et du coup, aujourd'hui, toi, qu'est-ce qui te plaît dans ce que tu fais, dans les coachings? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Ce qui me fait vibrer, c'est d'arriver à créer du changement, en fait, à obtenir ce changement et avoir les effets de ce changement et avoir la satisfaction du dirigeant de voir que le changement a donné des fruits.
qui sont souvent pas du tout... Quand il y a eu un vrai changement, souvent c'est très étonnant par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés au départ. Donc ça peut tout changer. Ça peut changer la nature de l'entreprise, ça peut changer l'activité, ça peut changer l'organisation, ça peut changer plein de choses. Mais il y a un alignement qui est là et qui n'était pas là avant. Et en fait, c'est cet alignement qui fait que les choses deviennent possibles, que ce qui était difficile avant devient facile. Voilà, ça débloque des situations. Et du coup, à l'inverse, quels sont les points pas de difficulté, les points de douleur que tu peux ressentir dans ce type de mission? Pour moi ? Ouais. On a eu ce qui te plaît, oui, ce qui te fait vibrer, et au contraire, les points de douleur. C'est les mêmes, en fait. Les obstacles sont toujours difficiles parce qu'il y a toujours un risque. Il y a toujours un risque de mal faire, de se tromper. Voilà, et le risque d'erreur, il n'est pas... Voilà, je ne suis pas omniscient. Et on ne voit pas tout, on a des angles morts. Donc le risque, c'est de se faire un peu berner par ses propres angles morts et puis de ne pas comprendre les vrais enjeux qui peuvent être cachés et qu'on n'a pas découvert. C'est pour ça que je passe beaucoup de temps au départ dans la relation avec le dirigeant et en interview des équipes. Il m'est arrivé de mettre 3 mois d'entretiens divers avant de signer un contrat avec une entreprise. Okay. Comment tu fais pour ne pas avoir de biais cognitifs ? J'en ai. Oui, ça je m'en doute, tout le monde en a. Comment tu fais pour pas avoir ce biais de répétition où tu te dis « Ah, cette sauce a fonctionné sur tel client, ils ont à peu près les mêmes enjeux, les mêmes objectifs, je recalque la recette ». Parce qu'on sait que tu travailles pas comme ça. Donc du coup, comment tu fais ? Alors j'ai rarement des clients qui font exactement la même chose. Et même quand j'ai des clients dans le même secteur d'activité, je constate que 2 entreprises qui ont 2 dirigeants et qui font normalement la même activité ne la font absolument pas de la même façon. Donc finalement, toutes les entreprises sont différentes. Et c'est ce que je dis Oui. Je suis d'accord avec toi. Mais en fait, aujourd'hui, en 2025, tu l'as dit, tu as dit un mot tout à l'heure sur les startups, la scalabilité. Aujourd'hui, on est dans la productivité à outrance. On veut être productif, on veut être scalable. Donc du coup, on répète, on crée des modèles qu'on répète. Le principe même, le fondement même de ton job, c'est de ne surtout pas répliquer le modèle. Parce que tu es dans la personnalisation auprès de ton dirigeant. En fait, je suis dans la personnalisation, dans le diagnostic, dans la compréhension de comment la culture d'entreprise permet à son modèle économique de fonctionner. Mais les modèles économiques, il n'y en a pas 36. Oui. Donc, on revient forcément à des choses très standardisées, même si c'est drivé par une culture très spécifique, par une personnalité, voilà. Mais on va quand même créer dans l'organisation des routines, des process, des choses qui obéissent en général à peu près aux mêmes règles. C'est le jargon qui va être différent, c'est la façon de le faire. L'interpréter aussi, j'imagine. Le management, c'est la communication, c'est toute la forme qui va être différente. Mais dans le fond, finalement, on obéit à certains modèles économiques qui sont relativement peu nombreux, finalement. Okay. Donc tu peux quand même te nourrir de toutes tes expériences passées. Toujours, oui. Toujours. Et pour créer un modèle qui va être particulier pour chacun et qui répond à des normes économiques qui sont pour le coup standardisées. Oui. Ok, très bien. Moi, je vois bien quand même le rapport avec la philosophie au départ. Il y a quand même une sorte de modèle un peu socratique de la maïeutique. Voilà. Ouais. Et ça, c'est ça le sentiment. Bien sûr, c'est de partir en étant non sachant pour se nourrir de ce qu'on voit, de ce qu'on observe, avec le moins de préjugés possible. Et puis ensuite, de faire dire les choses plutôt que de les dire soi-même. De faire émerger les solutions plutôt que de les imposer comme une recette magique. Mais ce que tous les commerciaux devraient entendre. Ne dites pas ce que vous voulez que... Pardon, je vais répéter. N'oriente pas la réponse. Exactement. Attends la réponse. Mon premier conseil dans la découverte d'un prospect, c'est poser des questions ouvertes. Et ceux que j'accompagne en ont plein les oreilles de ces questions ouvertes. Des questions fermées. Ça va en contre-pied
de tout ce que je peux voir aujourd'hui sur les réseaux, de tous les pseudo-coachs commerciaux, il y a une recette, c'est simple, ils te posent telle question, tu réponds ça, et puis tu l'emmènes à dire ça, et tu l'emmènes à dire ça. Alors que c'est justement tout l'inverse que tu prônes. Alors, on a besoin d'une intention. On a besoin d'une intention, c'est-à-dire un objectif. On ne pose pas des questions sans intention derrière. Mais et l'intention, quand on a un produit ou un service à vendre, et qu'on est commercial, c'est bien de vendre ce produit ou ce service et pas un autre. Donc on est obligé d'être dans un canal, mais l'idée, c'est de découvrir les besoins du client avant tout pour que ce soit le client qui se rende compte qu'il a besoin d'acheter et non pas de lui vendre quelque chose avant qu'il ait compris sa problématique et ce qui lui manque. Totalement. Et aujourd'hui, du coup, après toutes ces expériences, est-ce qu'il te reste encore un objectif de carrière non atteint, non achevé ? Mais moi, je cherche en permanence des nouveaux projets, je cherche en permanence des choses, j'ai envie d'être débutant sur quelque chose de nouveau. Donc c'est cultiver la curiosité. C'est la curiosité et les rencontres me servent à ça. Et quand je lis beaucoup de choses, je suis très curieux sur plein de sujets. Et j'essaye toujours d'utiliser ce que je vois, quelque part, pour le transposer, pour imaginer que ça pourrait servir à un autre secteur d'activité, à un autre type d'entreprise. Et voilà, j'imagine toujours plein de choses. Et du coup, avec aussi toutes ces cordes à ton arc et pour avoir fait plein de métiers qui aujourd'hui sont un peu ce qu'on imagine être le modèle du succès, comment est-ce que toi tu définis le succès au vu de... Ton succès en tout cas. Oui, de ton succès, mais au vu de tout ce que tu as vécu. Mon succès ou ma réussite, en fait, c'est dans la tête de ceux que j'ai accompagnés qui va se lire et qui va se traduire. Moi, mes meilleures récompenses, c'est des vraies recommandations, c'est des témoignages, c'est quand quelqu'un me dit heureusement que tu étais là. Voilà, ça me nourrit. Ça me nourrit pour ce que j'ai fait. Et puis, ça me donne envie de refaire ailleurs autre chose, autrement, dans un autre terrain de jeu. Ce que j'entends, du coup, c'est ce qui te motive. En tout cas, le succès, tu le formalises sur la qualité de la relation, qu'on peut appeler de la prestation, mais au final, ce qui compte derrière, c'est la relation. C'est la relation, c'est la confiance, c'est le fait d'avoir rendu quelqu'un heureux, parce que plus aligné entre ce qu'il est et ce qu'il a envie de faire et ce qu'il est capable de faire. Comment toi, tu penses être utile à la société aujourd'hui, de façon générale ? Pas aux sociétés, à la société. À la société ? Ouais. C'est créer une forme de réconciliation. Voilà, je pense que c'est le mot qui convient, c'est de réconcilier le dirigeant avec ses équipes, c'est de réconcilier un commercial avec ses clients, c'est de réconcilier un board d'une entreprise en le remettant, en lui donnant le sens, la direction vers laquelle il peut s'engager ensemble. Voilà, c'est cette réconciliation en fait. Ok. Très bien. Je te propose qu'on passe à la dernière partie, la partie Game Changer. Parce qu'en fait, nos auditeurs et nos auditrices, ils nous écoutent et je suis sûre qu'ils sont hyper intéressés par tout ton parcours et toutes tes expériences et tout ce que tu as pu apprendre dans ta carrière. Mais ils ont envie de tips, ils ont envie de conseils. Ils veulent savoir ce que tu as pu déconstruire comme croyance pour en arriver là où tu es. Comment tu as pu déconstruire des croyances pour réussir à changer les règles du jeu que tu connaissais. Déjà, est-ce que tu as déconstruit des croyances ? J'ai dû en déconstruire plein, plus ou moins inconsciemment. D'abord, je ne savais pas ce que... dans mes premières années, le client me faisait peur, le prospect me faisait peur. Donc, je pense que c'est le cas pour plein de gens qui nous écoutent. Bien sûr. Et là, la question de la légitimité, elle était très forte pour moi à cette époque. Et en fait, la légitimité, elle ne trouve pas sa réponse dans la compétence, parce que c'est une recherche sans fin.
On ne sera jamais assez compétent pour être légitime. Donc, c'est pas dans la compétence qu'il faut la rechercher, il faut la rechercher dans la confiance. Et donc, c'est dans la confiance en soi, en disant, je suis pas parfait, je sais pas tout, mais je suis là pour aider quelqu'un et je vais lui demander comment je peux l'aider finalement. Et donc, de se mettre dans la tête de l'autre, quel est son problème et comment je peux l'aider. Et voilà, donc ces croyances-là, elles étaient tenaces au début parce que c'est de la peur qu'il y a derrière. On est sur le phénomène de la peur. Ça rebondit sur la question que je te posais tout à l'heure. Comment tu débarques avec à un poste de directeur en n'ayant aucune expérience sur le sujet et en te sentant légitime, tu vois ? Mais en fait, je ne sais pas comment j'ai réussi à me vendre successivement à des recruteurs en faisant chaque fois quelque chose que je n'avais jamais fait avant. C'est pratiquement arrivé à tous les nouveaux postes que j'ai pris. Je n'avais pas l'expérience et pourtant je me suis vendu et je ne sais pas comment j'ai fait, mais ils m'ont fait confiance. L'audace. Ouais, il y a une forme d'audace ou d'inconscience qui fait que j'y croyais tellement peut-être qu'ils c'est y ont peut-être cru aussi. ton envie qui a dépassé. Je pense que l'envie, l'ambition, ouais. une forte ambition. Tu te considères comme ambitieux ? Oui, j'aime pas ce mot, mais en fait, parce qu'il est connoté d'une certaine façon négativement, comme les dents longues qui rayent le parquet. Mais pour moi, il y a pas tellement d'autres mots. C'est le moteur intérieur qui pousse à faire des choses qu'on n'a pas encore faites, à se dépasser, à aller chercher quelque chose de plus. Ça s'appelle la niaque. Oui, c'est la niaque, c'est oui, c'est ça. C'est pour les commerciaux, on dit un commercial qui a faim. Voilà. Alors le moteur est pas le même pour tout le monde, mais le carburant en tout cas. Mais en tout cas, c'est une motivation intrinsèque et pas forcément extrinsèque. Très intrinsèque. Oui, c'est ça, parce que tu peux avoir plein d'objectifs qu'on te fixe par ailleurs. Si t'as pas, comme tu dis, le carburant intérieur. Ça ne se passera pas. Non, donc en fait, il faut que tu cultives cette motivation. Oui, puis tu l'as ou tu l'as pas, et puis elle est plus forte que les freins ou elle n'est pas plus forte que les freins. En fait, c'est une question de puissance aussi. Et du coup, qu'est-ce qui t'habitait, toi ? C'était les aspects financiers ? C'était la motivation financière ? Non. Ou l'épanouissement ? Jamais la motivation financière. D'ailleurs, pas suffisamment pour mon épouse, vous l'avez compris. Je te rappelle qu'elle a misé toutes ses billes sur toi. Donc, Je sais, on a eu beaucoup de discussions, donc maintenant les choses se règlent un peu mieux qu'au début de notre mariage, mais j'ai oublié ta question. Tes motivations, est-ce qu'elles étaient financières ou est-ce qu'elles étaient autres ? Non, elles étaient autres. Mes motivations, c'était une forme de dépassement, d'affronter mes peurs finalement. Je savais que là où il y avait une peur, c'est qu'il y avait quelque chose à aller chercher. Mais tu vois, là encore, le rebond avec la philosophie, il est là en fait. Oui. Après, je me demande s'il n'y a quand même pas aussi chez tout entrepreneur il y a ça, à un moment donné. Bien sûr. Il y a pour certains, je pense, une motivation financière qui est peut-être ultime. Non, je pense que c'est important de l'avoir. La motivation financière, elle est nécessaire. Mais dans tous les cas, c'est la motivation de la prise de risque. Ouais. C'est ça. Parce que si tu n'as pas d'envie de prendre un risque, peu importe ta motivation financière, dans ce cas-là, tu vas travailler dans une grande entreprise. On dit par exemple que beaucoup de conférenciers étaient à la base des grands timides. Oui. Et en fait, c'est en affrontant cette peur, parce qu'il y avait une envie aussi d'aller au-delà de cette barrière, finalement. Quand il y a une barrière, on a envie de sauter la barrière et puis de voir ce qu'il y a derrière. Ouais, c'est ça. On va lever toutes nos peurs une par une. Quoi. Ouais. Très bien. Fanny, tu as une question ? Qu'est-ce qui te rend un peu à part, justement, de tous les autres ? Qu'est-ce qui fait qu'on va toquer à la porte de Bruno Germain et pas de quelqu'un d'autre ? Je pense que c'est la notion de confiance, c'est-à-dire de pouvoir ne pas mettre de cloison entre différents sujets. Et d'ailleurs, les chefs d'entreprise avec lesquels je travaille me parlent de tout, parce que justement, il y a un décloisonnement du fait de cette confiance entre des sujets d'ordre personnel, d'ordre financier, d'ordre managériaux, d'ordre... Voilà, il y a plus de
pudeur par rapport à certains sujets, et donc on arrive à se parler très, très sincèrement. Et moi, je m'ouvre aussi avec eux de choses simples, et je ne sais pas tout, et voilà. Et quand j'atteins mes limites sur un sujet, je vais chercher quelqu'un qui peut les aider pour ça. Donc voilà, il y a une sorte de transparence, de confiance, et puis je le traduis dans mes contrats en n'ayant pas de clients captifs, c'est-à-dire qu'ils savent que d'un mois à l'autre, ils peuvent arrêter la prestation. Voilà, je m'engage à ça pour éviter justement que cette transparence et cette confiance soient un peu mises à mal. Je te confirme que c'est très facile de parler avec toi, Bruno. C'est vraiment... tous les sujets, n'importe lesquels, je pense qu'on peut y passer des heures. Avec toi, on peut rester des heures à discuter. Et j'écoutais un podcast de Maya Adorable, pour ceux qui connaissent. Bref, j'écoutais un podcast hier dans lequel elle parlait du fait que elle avait parfois des freins à parler avec des personnes plus âgées. Et que, donc, elle est jeune, elle a 22 ou 23 ans, et elle disait, donc, elle est sur les réseaux depuis 10 ans, elle fait un travail avec des marques, des grandes marques de luxe, etc. Elle peut dealer des contrats à plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais en revanche, quand il s'agit de parler avec la mère d'une amie, le grand-père d'une amie, des gens plus âgés qu'elle, elle a une espèce de peur qui fait qu'elle n'arrive pas à passer ce truc-là. Bruno, avec toi, c'est pas possible. Tu nous as dit que tu avais 61 ans. Oui. Mais en fait, professionnellement, j'ai pas d'âge, et je ne donne pas d'âge aux gens avec qui je travaille. Exactement. Et en fait, je pense que c'est ça qui se ressent dans les relations que tu peux avoir avec les gens, et en l'occurrence avec moi, Fanny, je ne sais pas toi, mais en tout cas avec moi, c'est qu'il n'y a aucune barrière d'âge, et que tu n'as pas ce snobisme de l'agisme, tu n'as pas tu dégages pas de barrière. C'est un terme différent, le boomer, mais parce que tu sais, tu peux avoir des personnes qui, de par leur expérience, de par leur âge, vont poser une barrière naturelle, c'est social, c'est comme ça, tu es plus jeune, tu es petite. Toi, tu ne dégages absolument pas ça. Non, parce que je ne ressens pas mon âge par rapport à mon expérience. Mon expérience, c'est une richesse, mais qui n'est pas une richesse liée à un temps passé. C'est une richesse liée à des rencontres. Et donc, je ne les situe pas forcément dans le temps. Et puis je rencontre beaucoup d'entrepreneurs. Voilà, je suis dans beaucoup de réseaux. J'ai dirigé un club d'entreprise. Je suis administrateur d'une pépinière d'entreprise. Donc, je rencontre plein de jeunes entrepreneurs, et moi je suis très envieux de tout le temps qu'ils ont devant eux, mais en même temps je me dis je peux démarrer maintenant quelque chose, et d'ailleurs je suis en train de le faire, et voilà, il y a aucun sujet là-dessus. Tu as une humilité en fait dans ton rapport aux autres, je trouve. Mais en fait, je ne me parle pas, j'essaye de ne pas me parler en parlant aux autres. Exactement, voilà. C'est ça, exactement. Et je pense que c'est ça qui fait de toi un game changer, entre autres. Bon, je viens de l'apprendre. C'est pas donné à tout le monde, Merci, de ne pas se parler quand on parle aux autres, tu sais. Donc on le fait forcément sur certains sujets, parce qu'on n'est pas indemne de son parcours et de qui on est. Mais oui, je pense qu'il faut... Et c'est ça, se mettre vraiment à l'écoute de l'autre, c'est s'oublier aussi. Complètement. J'ai envie de dire que pour clôturer cet épisode de Game Changer, on a toujours l'habitude de finir par un petit jeu court. Est-ce que tu es prêt à t'y adonner ? Bien sûr, et comment ? On va te faire 2 propositions et tu dois répondre laquelle te sied le plus rapidement possible. Tac au tac. C'est moi ? Allez, c'est vas-y. moi. Si je te dis rendez-vous physique ou visio ? Physique. Vacances farniente sur la plage ou sportive randonnée ? Sportive randonnée. Lève tôt pour profiter du calme ou oiseau de nuit pour les idées folles ? Lève tôt. Prendre une décision seule après réflexion ou en parler à tout le monde pour avoir des avis ? Un peu les deux. Ok, on accepte. Apéro entre amis ou dîner tranquille en famille ? Apéro entre amis. Karaoké endiablé pour le team building ou escape game pour la cohésion ? Escape game. Se fier à l'intuition ou aux données chiffrées ? Elle n'est pas facile pour toi, celle-là, je pense. À l'intuition d'abord. D'accord. Musique pour se motiver ou silence total pour se concentrer ? Silence total.
Très bien. Bravo Bruno. Merci. Eh ben, merci pour ce temps que tu nous as accordé. Est-ce que tu as envie de dire un mot pour conclure sur ce moment, pour un dernier mot de la fin pour les auditeurs et les auditrices? Oui, je crois que la clé du succès pour moi, elle est dans les relations. Il n'y a rien de plus important que les relations dans l'entreprise. L'entreprise et l'économie sont basées sur de la confiance. La confiance des clients, la confiance des collaborateurs, la confiance de la direction. Voilà, c'est la confiance qui est le ciment et le fait qu'une économie ou qu'une entreprise peut fonctionner. Et donc cette confiance, elle se cultive et la confiance, c'est d'abord une décision avant d'être un sentiment. Voilà, donc on ne subit pas la confiance, on la décide aussi. J'adore. La confiance, elle se décide. Très bien. Fanny, est-ce que tu as un mot de la fin pour cet épisode de podcast avec Bruno ? Plutôt qu'un mot de la fin, moi, c'est plutôt ce que j'en retiens. Du coup, moi, j'ai vraiment découvert un monde qui, pour moi, n'existait pas. J'avoue que j'ai encore ce cliché de Jean-Claude Convenant quand on parle du commercial et que je pense que ça parle à beaucoup de monde. Et du coup, je trouve que ça change complètement la donne et la vision qu'on peut avoir d'une relation. Pas seulement commerciale du coup, mais au final, c'est vrai que ça devient une relation tout court, telle que toi, tu l'expliques, avec une vraie curiosité qui a l'air sincère et naturelle et qui a l'air d'être le ciment et, comme tu dis, la confiance qui vient s'installer à travers le fait de poser des questions, de vraiment s'intéresser à l'autre et qu'au final, c'est ça la clé aussi pour réussir ces relations, notamment commerciales. Et c'est vrai que ça, je trouve que c'est particulièrement intéressant par rapport à l'image qu'on en a. Totalement. Moi, si je devais te donner un mot pour résumer ce podcast, celui qui me tient le plus à cœur, c'est humilité. Aussi bien pour définir ta personnalité que pour définir la tendance que tu veux donner aux relations dans l'entreprise. Remettons un peu d'humilité au milieu du village et parlons-nous sans ego. Je pense que ce serait pas mal. Voilà. Merci. Merci à toi, Bruno. Merci à toi. Merci Fanny. Pour, merci Alexia. Mais on t'en prie. Merci pour ce premier épisode de Game Changer saison 2. Je suis très honoré. Je pense qu'on va se quitter ici. Merci à tous et à toutes, chers auditeurs et auditrices, pour votre écoute attentive. Et puis à très vite pour le prochain épisode de Game Changer. Bye bye. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode de Game Changer vous aura plu. D'ici au prochain épisode, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et puis en attendant, jouez. Il y a tout à y gagner.